Il se présente en partenaire exigeant, de plus en plus exigeant d'ailleurs, du Parti Socialiste, Jean-Vincent Placé, le patron des sénateurs écologistes et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc pour ce rendez-vous de Public Sénat avec Dailymotion et avec l'agence France Presse représentée ce soir par Catel Prigent, Europe Écologie Les Verts, avec ou plutôt malgré ces deux ministres réclament donc un changement de cap, Jean-Vincent Placé, avec une grande première. Ce mardi, vos élus à l'Assemblée nationale votent comme un seul homme, et pour la première fois, donc contre la loi sur l'enseignement supérieur. Est-ce le franchissement de la ligne blanche que d'aucuns jugent inévitable? Quel est le sens de la question? Est-ce que là, vous avez franchi une ligne blanche? On a déjà vu des votes divisés contre le gouvernement de la part des écologistes, mais là, alors, tous unis, hein, contre le gouvernement. Oui, c'est pas une question de ligne blanche ou de ligne rouge ou jaune. C'est que manifestement, le texte n'est pas encore arrivé au Sénat, donc je ne vais pas encore préjuger, bien sûr, de notre avis, nous les sénateurs écologistes. Hein. On y travaillera lorsque le texte sera dans la navette, mais manifestement, j'ai pu en discuter avec Isabelle Attard, qui était la chef de file de nos députés à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et elle était extrêmement mécontente, ainsi que d'ailleurs l'ensemble du groupe, par rapport aux assises de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu. Elle considère qu'il y a un très fort recul par rapport à la démocratie dans les structures universitaires et de recherche, aussi un manque de lisibilité des actions des uns et des autres, une superposition justement de ces structures. Il y a pour elle, pour le groupe à l'Assemblée nationale, une absence de prise en compte des réalités de précarité ou des dimensions sociales, tout à la fois pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs. Enfin, donc, ils sont très critiques et les collègues, y voient, y compris une vision néolibérale d'accompagnement de la vision de la recherche, très tournée vers la valorisation économique. La recherche fondamentale est préservée. Elle le dit, c'est au cœur même de l'université de sa Oui, réforme. le terme déjà recherche fondamentale préservée est assez défensif. Et donc la forte critique qui prévalait à l'Assemblée nationale cet après-midi lors de l'intervention d'Isabelle Attard, députée du Calvados et chef de file sur le sujet, était justement cette vision donc néolibérale, valorisation économique excessive. Et donc les termes étaient très dense, oui, assez et sévère. intense. Je parlais de réquisitoire très sévère. après et c'est vrai que vous avoir écouté. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'un autre sort est possible au Sénat pour ce projet de loi de Geneviève Fioraso? Il faudrait que Geneviève Fioraso fasse davantage attention d'ailleurs à la parole des écologistes qu'à l'Assemblée nationale, parce que pour avoir eu les échanges directement avec Barbara Pompili, la coprésidente du groupe, et Isabelle Attard, manifestement la prise en compte des préoccupations des écologistes a été très faible, et de façon générale, d'ailleurs, d'autres parlementaires à l'Assemblée nationale indiquaient que l'exécutif, d'une part, s'était un peu pressé, d'autre part, ne remettait pas en cause ce qui était mis en place par notamment Madame Pécresse sous Sarkozy. Et donc, je le dis et je le répète, cette dimension qui est moins tournée vers les sciences humaines et la recherche fondamentale, et plus vers ce souci de la valorisation économique qui manifestement est l'impératif principal de ce gouvernement. Je vous parlais de ligne blanche ou de ligne rouge, Jean-Vincent Placé. Je vous repose la question différemment. Est-ce que c'est une rupture avec le pacte majoritaire? Non, vous savez, alors moi je le répète toujours à toutes celles et tous ceux qui s'interrogent sur ce que c'est qu'un parlementaire de la majorité. Un parlementaire de la majorité, c'est quelqu'un qui soutient les engagements du président de la République et les orientations du président de la République, mais les engagements qu'il a pris, pas les engagements qu'il se prend lui-même en cours de mandat. Donc on l'a dit sur différents sujets comme le traité européen qui n'a pas été renégocié, le crédit d'impôt. Non, parce que mais pas cette action-là lorsqu'elle ne correspond pas à ce qui sont les fondamentaux de la gauche et des écologistes, de ce qui a été dit pendant la campagne électorale. Là, on voit aujourd'hui que, d'ailleurs, c'est pas une question de gouvernement, que le lobby patronal est très très fort dans les décisions du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les technocrates dans les cabinets et la volonté politique, l'audace, l'enthousiasme qui serait probablement nécessaire, une vision globale des sujets au niveau stratégique est très peu présente. Donc bien évidemment qu'il y a aujourd'hui une contestation, pas seulement d'ailleurs des écologistes, mais j'entends le Parti Socialiste sur plein de sujets. Hein. Vous savez, on me dit les écologistes n'êtes pas contents. Le Parti Socialiste, par la voix d'Arième Désir, dit très souvent sur le droit de vote des étrangers, sur le non-cumul des mandats maintenant, sur la PMA, ils avaient même proposé un référendum sur
sur la transparence dans la vie publique, eh bien, on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement écoute beaucoup le leader du Parti socialiste. Sénat, de la même manière, les groupes parlementaires aujourd'hui sont peu écoutés. On assiste à une centralisation, parfois d'ailleurs un peu confuse du pouvoir, avec, je le répète, les lobbies patronaux qui sont à l'action, Bercy qui est très présent, et puis tout cela se fonde dans les cabinets aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon qu'à Bercy, et voilà la politique qui est menée au bout d'un an dans notre pays. Et c'est vraiment aussi un débat de la Ve République qu'il faut absolument remettre en cause. Rôle du Parlement quand même très affaibli, rôle des partis politiques plutôt méprisé, peu d'écoute manifestement des Françaises et des Français. Quand je vois les sondages, je me dis quand même que les Françaises et les Français, on les écoute pas beaucoup. Donc je crois qu'effectivement, ce que nous disions ce week-end unanimement derrière Pascal Durand, notre secrétaire national, nous voulons un changement de cap économique, social, environnemental. Alors on va y revenir plus avant au cours de cette émission, Jean-Vincent Placé, mais au Sénat par exemple, là vous vous déclarez, vous de votre côté, totalement opposé à la loi de décentralisation, dont le premier volet arrive pour un examen jeudi. Là, Oui, c'est les mêmes critiques que vous formulez. Écoutez, c'est pareil, c'est le même sujet par rapport aux engagements. Le président de la République avait fait un grand discours à Dijon extrêmement intéressant sur la nécessité d'un acte 3 de la décentralisation, d'une lisibilité, d'une clarté, d'une densité, d'une cohérence dans les, dans les compétences et attributions. Effectivement, Maryse Lebranchu, d'ailleurs je tiens à saluer son travail et son abnégation dans une situation pas facile. On a lancé une dynamique de concertation et puis ensuite tout le monde est passé, l'ARF, l'Association des régions de France, l'ADF, les départements, l'Association des maires des grandes villes, des petites, des moyennes, les montagnards, les littorales, enfin bon, tout le monde a débarqué. On est arrivé à un texte extrêmement lourd, illisible. Et donc ensuite, on l'a saucissonné en 3, donc il est devenu moins lourd, mais tout aussi illisible. Et là, pour le coup, personne ne voit les mesures. C'est-à-dire qu'il fallait courageusement supprimer un échelon, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que y compris... le département. Bien sûr, le vent de l'histoire, ce sont les régions, ce sont les intercommunalités, que ce soit des métropoles ou des pays en rural. Et évidemment qu'il fallait faire l'effort politique radical de supprimer un échelon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on supprime rien, on rajoute encore une mini-métropole et cela sans aucune démocratie, sans aucun vote, et on va installer des structures. Ça fait le bonheur des élus oui, mais localement. Je crois que quand même les gens en ont un peu marre parce que lorsqu'on va leur dire vous avez le département du Rhône, vous avez la région Rhône-Alpes, vous avez la mairie de Lyon, vous avez la communauté urbaine et tout ça en plus on va vous rajouter la métropole, là les gens vont plus rien comprendre et je vous parle pas des syndicats mixtes, des structures intel ou bidule ou machin. Là, ça devient un peu n'importe quoi, même si, je tiens à le dire, probablement que l'exemple lyonnais est peut-être le moins mauvais des exemples de ce qui a pu être présenté, parce que ce qui est à Paris est croupion, et ce qui est à Marseille est reporté et assez résiduel. Allez, je cherche vos motifs de satisfaction. Qu'on peut parler du mariage gay, dont le premier sera célébré ce mercredi à Montpellier. Grand motif de satisfaction. Comment est-ce que vous jugez la mobilisation des opposants? On l'a vu dimanche, je ne parle pas des casseurs, mais des gens qui ont défilé. Et ils sont toujours aussi nombreux. Est-ce que vous craignez un éclatement de la société quand on touche à la famille, par exemple? Arrêtons cette histoire. Moi, je suis d'une famille plutôt tradie, de Normandie. Tout le monde est marié, globalement. Et ce sont plutôt, d'ailleurs, dans la famille, des gens de droite modérés. Eh bien, personne ne crie de pousse de cris d'orfraie sur le mariage gay. Ça apporte aux uns quelque chose d'important, c'est-à-dire de pouvoir officialiser un amour, une vision commune de l'avenir, un engagement. Ça n'enlève rien à personne. Et vraiment, c'est quand même beaucoup de cris pour pas grand-chose. Et moi, j'espère que la manifestation de dimanche, bon, voilà, c'est la dernière, on a compris. Il faut appliquer la loi de la République, votée par les deux assemblées. Est-ce que ça doit conduire à une certaine prudence dans la suite des réformes de société? Mais non, ce serait à mon avis d'ailleurs une erreur
politique, ce serait déjà pas bien par rapport à la nécessité de réformer la société, parce que la gauche, vous savez, c'est pas le conservatisme ni le repli, c'est la réforme, c'est évoluer avec les sociétés, parfois même anticiper pour montrer à la société des valeurs qui sont celles de la justice, de la solidarité, de la tolérance, de l'humanisme, du respect des autres. Et je crois que c'est essentiel que la gauche continue sa politique réformatrice. La procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, il faut le faire. J'y suis très favorable. Et sur le fond, dans la loi famille, comme cela a été promis par le Premier ministre après la consultation, après l'avis du Comité national d'éthique. Et je pense aussi à un autre sujet qui avait été mis dans le débat public par le président de la République lui-même, c'est le droit de mourir dans la dignité. Il y a eu un rapport avec le professeur Sicard. Je crois qu'il faut aller au-delà de la loi Leonetti. On n'en parle plus trop, hein. Oui, c'est pour ça que moi je vous en parle, parce que justement, ce serait une erreur, je vous l'ai dit, sur le fond, et y compris sur le plan politique, parce que je le dis au président de la République et à ceux qui nous gouvernent, eh bien, la gauche se mobilise sur le mariage pour tous. On voit aujourd'hui quand même une défiance, voire une méfiance de la gauche par rapport à la politique économique qui est menée. Et aujourd'hui, il y a quand même une vraie mobilisation unanime, enthousiaste, volontariste de l'ensemble de la gauche et des écologistes autour de ce type de réforme. Le mariage pour tous, qui est une grande fierté pour nous. Et j'invite à ce qu'on réfléchisse tout à la fois aux réformes de société, on vient d'en citer quelques-unes, le droit de mourir à dignité, la PMA, et je dis aussi que nous devons aller vers les réformes institutionnelles. La réforme territoriale, il n'est peut-être pas trop tard pour l'améliorer et y aller radicalement avec justement la suppression notamment d'un échelon, nous avons parlé du Conseil général, et puis une autre réforme institutionnelle qui aille vers la 6e République, qui aille vers le non-cumul des mandats et qui aille vers la proportionnelle, et que nous ayons cette possibilité aujourd'hui de réformer profondément les institutions françaises, et on n'y va pas, et ça je pense que c'est une erreur, y compris en termes d'animation de la majorité parlementaire et de la gauche rassemblée. Il y a un autre sujet de société, c'est le cannabis. Jean-Vincent Placé, avec la consommation en France qui reste la plus élevée en Europe, selon l'Observatoire français des drogues, qui est donc très pessimiste. Je suis très content que vous le preniez sous cet angle-là, parce que vous savez que c'est interdit chez nous, et nous sommes donc d'un pays où on consomme le plus. Donc ça démontre que la prohibition est un échec absolu. Eh bien, il faut légaliser. Nous portons cela depuis longtemps. Nous prétendons d'ailleurs avec Daniel Vaillant, qui lui-même, pour organiser un système public de la vente de cannabis, qui aurait donc ainsi une transparence totale, un contrôle par les organisations sanitaires, ce qui fait qu'on pourrait suivre celles et ceux qui fument excessivement, et tout cela ferait qu'à la fin, eh bien, nous obtiendrons un bon résultat, c'est-à-dire la réduction de la consommation. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui avec beaucoup d'idées reçues, où on se dit, mais ce serait trop compliqué d'expliquer ça aux Françaises et aux Français. C'est pas vrai. Moi, je crois que les Françaises et les Français sont capables d'entendre ce message-là. Et là encore, nous sommes trop... Vous êtes très en décalage avec le gouvernement. Non, mais vous savez, la proposition que je viens de vous faire, c'est celle de Daniel Vaillant. Je sais que François Rebsamen, par exemple, était pour alléger la pénalisation. Et en vérité... C'est pas la ligne officielle. Oui, mais enfin, parce que la ligne officielle, elle est quand même très frileuse. Et au final, on a tort, parce qu'en plus, je vais vous dire d'un mot un peu taquin pour conclure ce propos. On est tellement bas aujourd'hui dans les sondages, on devrait faire au moins des réformes. Parce qu'aujourd'hui, on ne réforme pas et en plus, on est impopulaire. Eh bien, faisons des réformes. On sera peut-être toujours impopulaire, mais au moins, nous aurons le mérite de faire des réformes. C'est une opportunité pour vous, les mauvais sondages de François Hollande. Vous avez vu que ça s'est stabilisé, hein? Oui, il remonte un peu. Heureusement, on ne peut pas descendre au-delà du fond. Avant de revenir sur les écologistes au gouvernement, j'ai une question sur Bernard Tapie, puisqu'on a appris que son avocat et un juge arbitre, le juriste Pierre Estou, ont été placés en garde à vue. Alors, est-on sur la piste, selon vous, d'un conflit d'intérêts qui remettrait en cause cet arbitrage et le chèque de l'État de 400 millions d'euros à l'homme d'affaires? Écoutez, moi je suis ni arbitre ni juge, mais j'avais cru comprendre très à l'offensive sur le sujet. J'avais cru comprendre, mais nous aussi, nous sommes. Alors, si c'était le cas, mais moi je ne sais pas. Je laisse la justice faire son travail. Moi, je suis pour son indépendance. Je suis aussi pour le secret d'instruction, donc on voit quand même qu'il est assez modeste. Et vous constaterez, et ça c'est un des grands satisfaits que j'accorde au président de la République, François Hollande, c'est l'indépendance de la magistrature est absolue. Et là, vous voyez, d'ailleurs, on ne sait pas
parce que vous auriez interrogé un responsable de l'UMP dans le quinquennat précédent, lui, il aurait su, parce qu'il aurait su qu'on serait intervenu ou pas aux frais des magistrats. Ce n'est pas notre cas. Allez, Catel Prigent, donc de l'AFP, va nous rejoindre pour aborder ces relations tumultueuses. On en a eu la preuve déjà entre les écologistes et le gouvernement. Une insatisfaction plus grande encore que sur les questions de société qu'on a abordées et qui pose bien sûr la question de la place, de la présence durable de vos deux ministres. Faustine Saint-Geniès. Le ton se durcit chez les écologistes. Samedi, lors d'un conseil fédéral, le parti a réclamé un changement de cap au gouvernement pour prendre davantage en compte les propositions des écologistes sur la croissance, l'emploi, l'énergie. Et pour cause, les Verts s'indignent de ne pas être écoutés. Une motion de synthèse approuvée par les deux ministres présents, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Des désaccords, oui, mais pour Pascal Durand, pas question pour autant de quitter le gouvernement. En vertu de quel principe on devrait être plus efficace quand on est dans les tribunes en train de regarder le match ou quand on est sur le terrain en train de le jouer? Oui, nous sommes au gouvernement, oui, nous en sommes particulièrement heureux de pouvoir agir dans le cadre de cette majorité, mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous devons taire ce que nous sommes. Une présence pourtant remise en cause par certains écologistes comme Jean-Vincent Placé, président du groupe au Sénat, face à l'orientation social-démocrate de la politique de François Hollande. Être ministre écologiste dans un gouvernement socialiste, c'est aussi l'expérience de Dominique Voynet, ministre de l'Environnement du gouvernement Jospin entre 1997 et 2001. Une position parfois difficile à tenir, à moins d'avoir des alliés. L'opinion a été aussi très précieuse pour éviter, par exemple, des sottises, comme la décision de construire un EPR. Lionel Jospin ne l'a pas fait, il a eu bien raison. Je l'avais d'ailleurs informé du fait que je serais amenée dans ce cas-là à quitter le gouvernement. C'était pas du chantage, c'était une discussion vraiment avec un échange d'arguments de part et d'autre. Pour Yves Cochet, son successeur à ce poste, malgré les accords passés avec les socialistes, l'écologie reste souvent le parent pauvre. Les socialistes en général, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, en gros ne comprennent rien à l'écologie. Il en est de même, je pourrais dire, actuellement du président de la République François Hollande et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ils considèrent que bon, c'est un domaine marginal. Les grands domaines étant le social, l'international, l'économique, ça c'est du sérieux. Les écologistes attendent surtout leur congrès de novembre prochain. Ils verront si le gouvernement a tenu ses promesses en matière de transition énergétique. Voilà, Catel Prigent de l'AFP nous a rejoint. Jean-Vincent Placé, bonsoir Catel. Bonsoir. Vos questions au patron des sénateurs écologistes. Elle est toute simple, on l'a entendu. Vous avez voté samedi une motion de synthèse assez dure chez les Verts contre le gouvernement demandant un changement de cap. Vous avez voté contre à l'unanimité à l'Assemblée le projet de loi sur l'enseignement et la recherche. Vous menacez aussi de voter contre sur le projet de loi sur la décentralisation au Sénat. Ça va de plus en plus loin. Vous durcissez le ton là sur le gouvernement. Je vais vous dire, c'est pas un artifice circonstanciel ou un souci tactique qui nous anime. C'est que la loi d'enseignement supérieur à la recherche, le disait M. Grossior, est mauvaise et va dans le mauvais sens. Donc nos députés ont voté contre cet après-midi et probablement que nous ferons la même chose, même si nous allons continuer la discussion avec la ministre de l'enseignement supérieur. Sur la métropolisation, ce texte tronçonné de la décentralisation qui est vraiment un mauvais avatar de ce qui aurait pu être une grande réforme décentralisatrice et girondine pour le coup. C'est vrai qu'il y a on a abordé il y a déjà ces deux textes. voilà, bon, il y a une telle maintenant, c'est votre vision globale sur une politique. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que sur ces textes-là, c'est pas parce qu'on s'est vu samedi au Conseil national et que d'un coup, paf, on prend ces textes-là en otage. C'est qu'on est travaillé depuis dans le calendrier, un certain quand même, temps ça, et dans le calendrier, ça Un marche. enchaînement, Nous sommes déjà abstenus, notamment sur l'accord interprofessionnel sur l'emploi. Mais Nous avons pas à voté l'unanimité. contre les crédits d'impôt. Cette fois-ci, c'est à l'unanimité. Oui, c'est quand même c'est-à-dire que assez en fait, exceptionnel. ce que je dis, ce que je me permets d'attirer l'attention sur ce que je dis depuis le traité européen sur l'inflexion sociale libérale du gouvernement, qui est une vision assez établie, parce que souvent on dit le président de la République mais il n'a pas de stratégie. Mais si, une stratégie, il s'inscrit dans les pas du social-libéralisme européen, du PSE et du PPE, le Parti socialiste européen qui cogère avec le PPE, le Parti populaire européen qui est l'équivalent de l'UMP, qui ne va pas jusqu'au bout de la discussion politique. Confrontation, c'est un terme utilisé par Claude Barthelone, je peux le reprendre, avec pas l'Allemagne en tant que telle, mais avec la droite européenne, parce que c'est pas l'Allemagne qui caractérise ça, il y a des Allemands de gauche très sympathiques. Est-ce que vous allez le suivre dans ses pas ?
Et justement non, c'est-à-dire que nous voulons infléchir et nous souhaitons que le cap change. On voit d'ailleurs, bien sûr, les communistes qui disent la même chose, mais de plus en plus au groupe socialiste, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a des voix qui se manifestent. Je ne sais pas si on va parler de l'abandon du projet de loi sur la rémunération des patrons. On y arrive. Je vois beaucoup d'élus, la commission des finances de l'Assemblée. François Hollande, lors de sa conférence de presse, il n'a pas dit qu'il était social-démocrate, il a dit « je suis socialiste ». Oui, mais bon, il avait dit qu'il ne l'était plus 3 semaines avant, donc je suis content que dans une émission à France 2, donc je suis content qu'il dise qu'il est socialiste, c'est une bonne chose, mais seulement voilà, je suis pas là d'ailleurs pour donner des leçons de socialisme, mais quand même malgré tout, on peut pas être dans les clous du traité européen, des rares marges de manœuvre budgétaires qu'on a, mettre 20 milliards sous crédit d'impôt, maintenir le budget sanctuarisé du ministère de la Défense et de nos armées comme si c'était le grand paradis des socialistes. Enfin, tout cela ne correspond pas à des enjeux, surtout quand on propose dans le budget qui vient d'aller sur une trajectoire budgétaire de réduction encore des déficits avec 15 milliards de réduction d'impôts et probablement quelques milliards d'augmentation de dépenses et d'impôts. Oui, mais les impôts ne baissent pas. Les impôts ne baissent pas. Non, c'est ça, 15 milliards de réduction de dépenses et 6 milliards de pas assez encore, dit la Cour des comptes et la Banque de France. Bien sûr, nous participons parce que nous souhaitons faire réussir François Hollande et le gouvernement et la gauche et les écologistes. Après, incontestablement, cette inflexion-là, d'ailleurs, je le dis, a été décidée d'en haut, très rapidement, après le rapport Gallois, y compris la tonalité de ce que nous avions fait au collectif budgétaire de juillet, c'était pas du tout ça. Ce qui a été dit d'ailleurs président de la République à Châlons-en-Champagne, il n'y a plus que moi qui parle de ce discours, mais il existe quand même, et il dit en gros, on n'a pas de problème de compétitivité coût avec l'Allemagne, mais nous avons un problème de compétitivité hors coût, c'est-à-dire la nécessité d'investissement. C'est un discours qui est revenu dernièrement sur les infrastructures de transport, sur le numérique, sur la santé, sur la transition énergétique, parce que là, il y a des emplois innovants, modernes et susceptibles de dynamique économique. Et donc, depuis cette inflexion-là, ça implique beaucoup de choses, notamment l'absence de marge de manœuvre budgétaire pour des politiques écologistes. C'est vrai qu'on se retrouve avec une banque publique d'investissement qui est un bon outil, mais qui est sans bras. C'est un bon outil sans bras. C'est à peu près la somme des 40 milliards qu'il y avait déjà dans OSEO, FSI et CDC Entreprises. Et là, il nous manque de... Vous faites ces constats critiques, oui. Vous demandez un changement de cap. Oui. Jusque quand? Enfin, à partir de quel moment jugez-vous que le cap n'a pas changé et en gros que vous devez quitter le gouvernement? Moi, on vous écoute, on se dit, vous êtes plus dans la majorité, là. Non, mais bien sûr que si. Mais non, parce que je vais vous dire, vous étiez habitué à Sarkozy. C'est vrai que vous aimez bien Sarkozy parce que c'était simple, binaire. Il disait quelque chose, l'Assemblée et le Sénat qui contrôlaient levaient le bras. Mais dans ces cas-là, je vous propose, dans votre monde idéal de la politique, de supprimer ces deux assemblées. Il suffirait que le président préside tranquillement pendant 5 ans et on n'aurait pas besoin des parlementaires. Je ne sais pas si vous êtes le monde idéal de la politique pour le président de la République ou son Premier ministre, Jean-Vincent Placé. Moi, je pense que... On pense à eux. Comme dans une famille, ça dépend si on aime le système patriarcal ou pas, quand le chef de famille emmène la famille dans le mur, c'est bien que les membres de la famille disent non, là ça va pas, il faut qu'on réfléchisse et qu'on essaie de faire autre chose. Quand le mur se rapproche et à un moment donné, on sort de la voiture. Non, parce que comme les pouvoirs de la Ve République sont très disproportionnés, le président peut à peu près faire ce qu'il veut, et j'ai dit tout à l'heure qu'il le fait avec le lobby patronal, les technocrates de Bercy et quand même pas mal de personnalités qui reviennent toujours, un petit peu les mêmes. Chaque fois, on a Jean-Pierre Jouyet qui est là, on a M. Schramek qui est là, on va bientôt nous remettre Mme Lauvergeon. Enfin bon, c'est pas quand même la grande diversité ou la grande modernité pour notre pays dans la direction du pays en question. Et donc, on se retrouve dans une situation où il faut peser sur le chef de l'État pour essayer de convaincre. Donc c'est ce que nous faisons, nous répétons nos arguments, nous faisons des propositions, parce que nous faisons beaucoup de propositions, tant sur la transition énergétique, que sur la conversion écologique de l'industrie, que sur la fiscalité écolo. Et le président de la République a fixé un cap lui-même des objectifs pour la fin de l'année. Il a dit, je vais inverser grâce à cette politique la courbe de chômage. Mais un chiche, regardons à la fin de l'année, début de l'année prochaine, ce qu'il en est.
Après, il y a un moment, il faut avoir une vision rationnelle des sujets. C'est-à-dire que si ce n'est pas inversé à la fin de l'année, peut-être on peut essayer une autre politique dans la mesure où manifestement celle-là ne fonctionne pas. Et celle que nous proposons, elle n'est pas non plus celle du surendettement, de la politique gauchiste, du demain on va raser gratis. Non, c'est une politique courageuse d'investissement et de mutation, en particulier à Paris productif, vers plus d'écologie et vers plus de social. On va vous interrompre un peu, Catel. Et quand Pierre Moscovici revient un peu en arrière sur le salaire des patrons en disant que ça ne passera pas par une loi. Je crois qu'il a tort. J'ai l'impression qu'il y a autour justement d'ailleurs d'une ligne claire qui correspond, je l'ai dit, à une politique à peu près menée dans les autres pays européens social-libérale, d'une volonté de réduction des déficits, d'une volonté d'une réduction de dépenses excessives. À côté de ça, il y a différents messages politiques. De temps en temps, on dit « Ah, je vais faire une proposition de loi pour qu'on puisse racheter les sites rentables ». Donc ça, c'est plutôt un message vers la gauche et les syndicats. Et puis, quand ça penche de trop, on fait un petit message sur les patrons. Donc on leur dit aux patrons « Ah bah non, et on laisse tomber le projet de loi sur la rémunération ». C'est pas bien. Je pense qu'il faut essayer de rester sur l'essentiel du corps idéologique qui doit être le nôtre, à gauche, chez les écologistes. Mais qui est incarné par qui, selon vous, pour vous? Je ne sais pas. Personne. Je ne sais pas d'incarner. Il y a 7 ministres. Celui qui incarne, c'est Pierre Moscovici. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je ne comprends pas le sujet de dire qu'il n'y a pas assez d'autorité. Pierre Moscovici, je ne suis pas d'accord avec tout, vous l'entendez. Après, je trouve qu'il a l'autorité nécessaire pour diriger Bercy. Ce n'est pas un sujet des personnes. Arnaud Montebourg, mais non, mais c'est le fonctionnement du gouvernement de façon globale. Et quelque part, le président de la République, manifestement, justement, tout à la fois fait cet équilibre de sa politique. Moi, je pense que c'est pas assez clair et que. C'est le culbuto là que vous nous présentez. C'est pas que ça soit culbuto, c'est qu'il y a une ligne qu'il pense efficace et puis il donne des signes un peu, je vous dis, un peu à gauche, un peu à droite, les syndicats, le patronat, les productivistes, un peu les écolos quand ils râlent de trop. Et ça, cette façon de doser pourrait être habile. Je crois qu'elle est inadaptée aux difficultés que nous rencontrons, à la crise mondiale que nous rencontrons, à la récession européenne. Et ça, c'est une politique qu'on peut mener par temps calme et sûrement pas dans les bourrasques et la tempête que nous vivons dans un monde aujourd'hui quand même très insécurisant et sur le plan de l'emploi et sur le plan de la sécurité globale. Donc c'est une difficulté à choisir ou bien c'est une question de tempérament? Et très rapidement, de la même manière, par rapport au monde qu'il y a à Bercy, il faudrait que chacun fasse son job. Il faudrait que Montebourg fasse son job au redressement productif plutôt que d'aller, comme je le dis régulièrement, courir d'échec en échec de Florange à Petroplus à Goodyear ou à PSA. Et en revanche, Pierre Moscovici, je l'indique dans la ligne politique qu'il mène, mais d'évidence, il suit celle du président de la République. Et pour ma part, je trouve qu'il le fait. Social-démocrate assumé. Voilà, il est assumé, c'est sa ligne politique, et il l'a fait d'ailleurs, je trouve. Pour le coup, assez efficacement, peut-être pour le coup trop efficacement par rapport à ce que je porte. Et pour vous, vos deux ministres trouvent leur place au sein de ce... C'est une grande satisfaction pour nous, évidemment. C'est vrai que, y compris Cécile Duflot avec Benoît Hamon et aussi Arnaud Montebourg sur la ligne européenne, le volontarisme européen sur la politique d'investissement ou de déficit, essaie de se faire entendre, comme nous essayons de le faire entendre, nous les parlementaires, et également le Parti Europe Écologie Les Verts avec notre secrétaire national. Enfin, vous essayez, mais on n'a pas l'impression que vous soyez vraiment entendu pour l'instant. J'en conviens, je dis que sur la ligne directrice globale, la politique économique et sociale et écologique, nous sommes très peu entendus. Notre satisfaction, c'est que Cécile Duflot fait un boulot remarquable au niveau du logement, je crois reconnu de toutes et tous, et également Pascal Canfin qui imprime vraiment une autre dynamique au niveau de son secteur du développement, y compris on le voit au Mali. Donc voilà, il y a une forme de satisfaction parce que dans les secteurs dans lesquels on travaille bien avec des gens de grande qualité et évidemment nous voulons peser davantage et pour qu'on pèse davantage tout à la fois il faut qu'on démontre que les analyses que nous portons elles sont plutôt justes. Et malheureusement j'ai l'impression que nous allons le démontrer à la fin de l'année parce que les objectifs du président ne seront pas atteints en matière de chômage, ce que évidemment je ne pourrais que regretter. Et puis par ailleurs je le dis aussi... Vous n'y croyez pas quand même, vous n'y croyez pas à ce pari?
Oui, je le dis depuis 6 mois, donc je n'ai pas de raison de changer d'avis. Malheureusement, quand je vois qu'il y a près d'1 millier de chômeurs par jour supplémentaires durant tous ces mois depuis le début de l'année, et puis malheureusement, j'ai l'impression encore jusqu'à la fin de l'année. Donc je suis tout à la fois déçu et je suis tout à la fois très inquiet pour la situation économique du pays. Est-ce que, comme beaucoup de cadres écologistes, y compris Pascal Canfin, il y a des lignes rouges, c'est-à-dire notamment la loi de finances, la fiscalité écologique, qui, si cette fois sont franchies... Alors ça va peut-être vous paraître surprenant, mais moi je n'ai pas tant de lignes rouges que ça, parce que mon fil conducteur, c'est ce qui a été dit par le président de la République, et on ne peut pas dire qu'il est franchi. C'est-à-dire sur le gaz de schiste, il n'y a pas de sujet. Sur la fermeture de Fessenheim, il s'y est engagé. C'est le discours de la conférence environnementale au Conseil économique et social et environnemental. Et après, les autres sujets, on voit bien qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour la politique écologiste. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que le président de la République, François Hollande, c'est pas qu'il est anti-écolo, c'est qu'il est a-écolo. C'est-à-dire qu'il est un peu sans écologie. C'est pas un sujet qui l'intéresse particulièrement. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté que nous avons sous la Ve République, d'avoir un président qui se préoccupe peu d'écologie. Alors on y revient. Merci Catel. On revient donc sur ce bilan écologique du gouvernement qui n'est pas bon à vous suivre. Jean-Vincent Placé, vos enjeux prioritaires seraient niés. Et Delphine Batho, la ministre en charge de l'écologie, est invitée, elle, à se ressaisir. Jérôme Rabier. Le quinquennat de François Hollande devait être teinté de vert. Toutes les conditions étaient réunies. Beaucoup d'annonces dans la campagne présidentielle, des alliés écologistes au gouvernement et 2 groupes parlementaires verts au Sénat et à l'Assemblée nationale pour peser sur la majorité. Mais 1 an après son élection, le bilan écologique du gouvernement peut se résumer à quelques mesures pour l'isolation des logements portées par Cécile Duflot. Trop peu pour les associations de défense de l'environnement qui commencent à perdre patience. On a le sentiment que Madame Batho et plus généralement le gouvernement aujourd'hui et François Hollande n'ont pas d'ambition environnementale, n'ont pas de politique écologique clairement exprimée. On a le sentiment que l'écologie est encore vécue comme une contrainte et pas comme une opportunité pour répondre à la crise qui touche la France aujourd'hui. Peu présente dans les médias, la ministre de l'écologie Delphine Batho est sous le feu des critiques. Les associations et l'opposition s'interrogent sur sa fibre écologique et même sur sa motivation. Il y a une difficulté pour le gouvernement à porter ses projets parce que effectivement Madame Batho est très absente, enfin on la sent pas très convaincue par son sujet. Et donc il y a des discours, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de groupes de travail en cours, mais il y a peu de choses qui aboutissent. Du côté de la ministre, on demande de la patience. L'heure est pour l'instant à la concertation avant un grand projet de loi sur la transition énergétique prévu à l'automne. Je travaille avec le soutien de la majorité parlementaire, des socialistes, des écologistes. Les choses avancent. C'est un chantier très important, celui de la transition énergétique, qui figure parmi les 4 grandes priorités de la 2e année du quinquennat. Donc il y a du boulot. Alors que la droite avait à l'époque marqué les esprits avec le Grenelle de l'environnement, la gauche semble piétiner sur le terrain écologique. Et beaucoup remarquent que les critiques des Verts sont pourtant beaucoup moins bruyantes qu'à l'époque. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Vos questions donc sur le bilan, on ne va pas dire le bilan carbone, mais le bilan écologique du gouvernement. Le bilan Batho. Est-ce que vous la trouvez si transparente que ça, Delphine Batho, comme ministre de l'Environnement? J'imagine que le mot transparente est perçu négativement. A priori, oui. Enfin, je reprends aussi les propos de Pascal Durand ce week-end, qui estime qu'elle ne monte pas assez au créneau, Delphine Batho, qu'elle ne défend pas assez ses dossiers. Je trouve qu'elle connaît ses sujets, qu'elle est compétente et qu'elle fait ce qu'elle peut dans un gouvernement qui, je l'ai dit, avec un président de la République qui s'intéresse peu à l'écologie. Donc c'est pas évident. Et c'est pour ça, moi, vous allez me dire, tiens, mais il dit beaucoup de bien des ministres. Bon, oui, parce que je trouve qu'il y a... C'est plus sympa avec Delphine Batho que Pascal Durand, le leader des Verts. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de problème de compétence. C'est pas un problème de compétence ou de capacité, c'est un problème d'arbitrage. Et les arbitrages, c'est pas Delphine Batho qui fait les arbitrages. C'est fait un peu au niveau de Matignon et essentiellement au niveau de l'Élysée. Moi, ça fait 5-6 mois que j'essaie de décrypter comment fonctionnent aujourd'hui les institutions du pays. Et oui, ça se passe à l'Élysée avec, comme je le disais tout à l'heure, les 5-6 personnes qui contrôlent autour du président Hollande, avec M. Macron qui est le chef de l'économie, avec
avec quelques technocrates de Bercy comme d'habitude, avec la direction du Trésor, du budget, etc. Et puis quelques grands ministres qui sont très proches du président. Manifestement, Delphine Batho n'est pas de ce paquet-là. Et les arbitrages se font au détriment, évidemment, des politiques écologistes. Pas de façon infamante, mais on voit bien, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, que ce soit sur le diesel, que ce soit sur la fiscalité écolo ou sur d'autres sujets, il y a une petite tendance assez naturelle à dire « Oh là là, il faut continuer l'industrie productiviste que nous avons. Bon, elle pollue un peu, mais c'est pas très grave. Et puis, aïe, 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 ici on mettait 3 centimes de plus sur le diesel. Imaginez le chômage que cela produirait. » C'est-à-dire qu'il y a une vision extrêmement ringarde, archaïque, statique de la politique industrielle et fiscale. Qui l'emporte. Non, parce qu'il faut faire justement ce temps de mutation. Et le temps de mutation, il n'est pas évident. Par exemple, on va peut-être en parler, sur l'industrie photovoltaïque, sur les panneaux solaires, les Américains, les Chinois et les Allemands, ils ont pris courageusement la Corée du Sud aussi pendant 3, 4, 5 ans le pli d'investir beaucoup, y compris en favorisant sur le plan fiscal. Et au départ, on pourrait se dire, oh là là, pourquoi on met tant d'argent, puis on change la fiscalité, et alors qu'on a nos industries de charbon, c'est plutôt le cas du charbon en Allemagne, et nous, le nucléaire, et continuons comme ça. Nous avons une vision colbertiste et très peu entrepreneuriale. On continue comme ça. On chute de croissance. Aussi, Jean-Vincent Placé, quand on voit que l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord dans la guerre qu'il faudrait mener peut-être contre les Chinois sur les panneaux solaires. Moi, je ne suis pas sur le débat de mener des guerres. Je pense qu'il faut juste avoir une équité et un équilibre dans les moyens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je soutenais la proposition de taxer de 47% les panneaux solaires qui viennent de Chine. Mais ça, c'est un débat plus global sur les normes environnementales et sociales et sur le fameux European by Height que le président Sarkozy d'ailleurs avait essayé d'initier comme débat pendant la campagne présidentielle parce que il nous faut absolument protéger nos industries. Oui, moi j'ai une vision là-dessus très claire de régulation. Ça vous fait un bon point commun avec Arnaud Montebourg. Hein. Exactement, c'est-à-dire que ce que je reproche à Arnaud Montebourg, c'est de ne pas avoir de vision écologique et de C'est dommage parce qu'on parle de temps en temps et de plus en plus de lui, peut-être pour prendre la tête d'un grand ministère de l'environnement en cas de remaniement ministériel. Non mais ça, Mme Tarnot, je crois que ce serait la provocation ultime. C'est-à-dire de mettre celui qui défend depuis 1 an, vaille que vaille, le nucléaire et les gaz de schiste dans notre pays, qui court après toutes les activités productivistes et polluantes, comme je l'ai dit, de Petroplus à Florange, à PSA, à Goodyear, de mettre quelqu'un qui est tout à fait compétent et sympathique, mais de mettre celui qui est peut-être le plus anti-écolo de ce gouvernement au ministère de l'écologie. Vous cherchiez à me parler de faire une ligne rouge, ce serait une provocation qui pourrait devenir une ligne rouge. La rumeur circule. C'est une rumeur qui circule. Moi, j'entends ça. C'est pas moi qui décide et je le dis. Ce serait une provocation qui pourrait devenir une ligne rouge. Même s'il s'agit de diviser en deux, par exemple, la citadelle de Bercy en mettant l'écologie sous la tutelle de l'industrie de M. Montebourg. Je vais être très clair. Moi, je veux un changement de politique, mais je ne veux pas de remaniement. Donc, comme ça. Continuons comme cela avec ce gouvernement, avec le Premier ministre qui par ailleurs aussi, je trouve aussi, est quand même assez solide dans la tempête et quelque part entre le nombre de ministres un peu turbulents et une majorité complexe à gérer et avec un président qui intervient un peu sur tout, je trouve que le Premier ministre au final est peut-être celui qui est l'élément stabilisant, équilibré et solide de la majorité. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de remaniement et surtout pas de M. Montebourg à l'écologie. Vous évoquiez les gaz de schiste. À l'instant, il y a eu l'offensive menée la semaine dernière par certains industriels européens, notamment par Gérard Mestralet. Oui, il y en a toutes les semaines. À la tête de EDF Suez, au moment du sommet européen sur l'énergie. Est-ce que quand même, pour apaiser le débat, il ne faudrait pas justement un grand débat national sur cette question des gaz de schiste? Non, mais on peut faire tout le débat qu'on veut. Nous-mêmes, nous faisons le débat. Nous ne le faisons pas de façon sectaire. D'ailleurs, nous l'avons eu avec Monsieur Fillon. Mais nous sommes aussi fermés que Monsieur Fillon, Monsieur Jacob, M. Copé, qui lorsqu'on a posé la question en 2011, c'est eux qui ont fait la loi, parce que c'est pas la gauche qui a fait la loi, c'est la droite qui a fait la loi. Tout le monde a approuvé, bien sûr. Peut-être était-ce dû au fait que les fameux gisements qu'on pensait productifs étaient en Seine-et-Marne, mais je ne pense pas que c'était le sujet essentiel. Et je crois que même Fillon, Copé, ça les rassemble, et Jacob s'était rendu compte qu'il y a un problème avec les gaz de schiste. D'une part, on ne sait pas la réalité de ce qu'il y a. D'autre
D'autre part, on envoie des millions de mètres cubes avec des produits chimiques, parfois cancérigènes, à 4000 mètres dans le sol, avec la fracturation hydraulique. Et il y a un autre élément que je trouve incroyable, qui ne soit pas dans la pensée de M. Mestrallet ou d'autres, c'est que si aux États-Unis ça marche, et encore, le modèle économique commence à être discuté. En Pologne, on recule. On a commencé à faire des petites recherches, et puis on commence à reculer. Il faut faire un puits tous les kilomètres 5. Toutes les 8 minutes, il faut faire un puits. Il faut élargir les routes pour faire passer les camions qui vont chercher tout ça. Donc aux États-Unis, quand il y a 6 habitants... Donc vous dites que le modèle n'est pas transposable à la 6 habitants française. par kilomètre carré, des grands espaces vierges aux États-Unis avec une tradition agricole qui est liée à l'énergie, ce qui fait qu'en gros, tout le monde a son ranch et tout le monde a son puits. Mais nous, on va faire ça avec nos 110 habitants par kilomètre carré. C'est totalement absurde. Et quand vous aurez votre petit puits à côté de chez vous avec le méthane qui sort, ou vous mettez un petit briquet, hop, ça fait du feu, vous serez très content d'avoir les enfants à côté. Mais vous savez, les Américains dans Massachusetts qui sont à côté, eux, ils commencent vraiment d'avoir ras-le-bol. Mais après, évidemment, ça dépend quelle forme de société et quel monde nous voulons pour demain. Il y a des questions qui se posent en matière de facture énergétique pour les entreprises. Il y a 40% moins cher aux États-Unis. Il y a des marges de compétitivité énormes qui se creusent entre les industries aux États-Unis et les industries européennes. Donc d'un point de vue compétitivité, comment l'industrie européenne peut suivre? Nous avons aujourd'hui 70 milliards d'euros d'importation de pétrole et de gaz, parce qu'il n'y a pas que le débat gaz de schiste, nucléaire et énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand on dit 75% de production d'électricité, c'est pas la production énergétique. On importe 70 milliards, donc déjà pour des questions de balance commerciale, de déficit de balance des paiements, de nécessité écologique, de nécessité de compétitivité, l'énergie renouvelable, c'est essentiel. Même si à la limite on est pour le nucléaire, etc., il faut absolument investir sur les énergies renouvelables, parce que vous le savez, c'est bon pour l'environnement. C'est ça qui va réduire les marges de compétitivité énormes, la différence qui existe entre l'industrie américaine et l'industrie européenne. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux salariés des industries françaises qui perdent des marchés parce qu'ils sont moins compétitifs que certaines entreprises américaines? Ah bah si, c'est une réalité. Actuellement, et c'est vrai, c'est une réalité économique. Le coût du nucléaire sorti, mais c'est hors assurance, hors démantèlement, hors investissement et recherche qui notamment été payé par le public, le coût de sortie actuel est un peu plus bas aujourd'hui que le renouvelable. Mais c'est pas ça qui fait la différence. La preuve, comme nous sommes mauvais en termes de maîtrise de l'énergie et de consommation, nous avons à peu près la même consommation. C'est-à-dire que le prix actuel est à moins 20, moins 25% par rapport à l'Allemagne, sauf que l'Allemagne consomme beaucoup moins. Donc en réalité, on équilibre. Donc vous voyez que la question de la maîtrise de la consommation, la question aussi de la rénovation thermique des bâtiments et de toutes les questions d'isolation, et le fait de faire la diversité dans les ressources, parce que je rappelle quand même que ce que nous prônons, de fait, même si nous sommes pour la sortie du nucléaire au plus vite possible, c'est l'accord que nous avons avec le président de la République, qu'il a réaffirmé, de 75 à 50% pour l'énergie nucléaire, qu'on fasse monter les renouvelables, et photovoltaïque, solaire, biomasse, biogaz, il y a des énormes potentiels, ainsi que les éoliennes. Donc voilà, cette vision diversifiée, et pour le coup assez pragmatique en réalité, parce qu'il faut dire que les écologistes fondamentalistes, eux, ils nous disent « Ah, mais vous êtes vraiment trop mou, etc. » Jean-Vincent Placé, une dernière question. Est-ce que vous craignez que la tentation Mélenchon existe chez les électeurs Europe Écologie Les Verts qui seraient déçus de votre participation au gouvernement? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas, moi, un défenseur acharné des sondages, parce qu'ils se trompent. Mais le dernier, dont personne ne parle, bizarrement, sur les élections européennes, le Louis Harris, qui donne 23%, je crois, de mémoire à l'UMP, 21 au PS, 18 malheureusement au Front National et 10 à Europe Écologie Les Verts, démontre que justement notre stratégie que nous assumons, d'être dans les responsabilités courageusement, parce qu'il serait beaucoup plus facile d'être dans la rue et de brailler comme Jean-Luc Mélenchon, mais nous assumons cela. Nous assumons d'entrer dans les institutions, y compris quand il peut y avoir une part d'impopularité. Et en revanche, je crois qu'on le fait avec courage et conviction, parce que c'est pas si facile que ça. On se dit, ah bah tiens, il passe à la télé pour critiquer le gouvernement. Moi, je suis sûrement plus peinard à pas le critiquer. Là, je pense que c'est important pour le pays que nous changions de politique économique, sociale
et écologique. Très bien, vous l'avez dit, le changement de cap. Eva Joly a défilé avec Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas Perrine? Est-ce qu'elle aura une place sur les listes d'Europe Écologie Les Verts aux européennes, oui ou non? Ça a été notre candidate à l'élection présidentielle. Je trouve qu'elle a, dans un climat très difficile, bien porté notre parole, avec des thèmes qui sont importants, avec notamment le thème de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale. Mais son temps est passé. On rigolait à ce moment-là, on voit à quel point c'est important. Eh bien moi, je souhaite qu'elle continue à nous aider politiquement et je souhaite qu'elle soit sur nos listes aux élections européennes. Ça me paraît bien naturel. Voilà, c'est dit. Merci Perrine. Merci Jean-Vincent Placé. Bonsoir à tous. Et à très vite. La semaine prochaine, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, sera notre invité. J'avais postulé il y a très longtemps et j'ai pas eu de réponse du tout. Ensuite, j'ai fait quelques petites candidatures de CDD qui n'ont rien donné non plus. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'avenir et ils sont au chômage. Durant plusieurs mois, ils se sont filmés dans le labyrinthe de la recherche d'emploi. Un parcours semé d'embûches avec ses cours morales, ses petites déceptions et ses grandes victoires. Merci, ce sera avec plaisir en tout cas. Moi, je sais que c'est une mission qui va me plaire, donc je suis vraiment contente. Embauche-moi si tu peux, samedi à 22 h sur Public Sénat. Regardez cette vue, Paris, Paris dans toute sa splendeur. Pendant 3 siècles, eh bien, ce panorama des rois, des reines, des empereurs l'ont contemplé, scruté parfois depuis la terrasse d'un des plus prestigieux châteaux de l'histoire de France. Bonjour à tous, eh bien, ce château, celui de Saint-Cloud, n'existe plus. C'est l'histoire qui l'a détruit et seule la végétation trace aujourd'hui encore son architecture disparue. Paradoxe, c'est un obus français qui l'a détruit dans cette période trouble et souvent oubliée de la guerre de 1870. Tout s'est passé très vite le 13 octobre de cette même année, une année maudite, une année terrible. Marie Lebon. Juillet 1870, Français et Prussiens entrent en guerre. Une guerre de mouvement rapide et brève. Aujourd'hui oubliée, ses origines restent confuses et pourtant quelques épisodes demeurent dans la mémoire collective. La bataille de Gravelotte, près de Metz, oppose 8000 cavaliers français et prussiens. La capitulation de Sedan, qui entraîne le 2 septembre la chute du Second Empire et l'exil de Napoléon III. Et plus tard, la perte de l'Alsace et de la Lorraine lors de la signature de l'armistice à Versailles en janvier 1871. Autre conséquence immédiate, le chancelier Bismarck et ses troupes encerclent la capitale. C'est le siège de Paris, les Parisiens trouvent refuge à l'abri des fortifications, mais très vite les pénuries alimentaires se multiplient. On manque de tout, dans les eaux et jardins on abat les animaux pour se nourrir et pour survivre. C'est des terrasses du domaine de Saint-Cloud que l'état-major prussien observe le siège. Un quartier général à portée des tirs des bastions français. L'obus fatal part du Mont Valérien et enflamme le château. Après avoir été pendant des siècles le théâtre de l'histoire, Saint-Cloud disparaît dans les flammes sous le regard impassible des forces prussiennes. Je rejoins Sylvie Glaser, qui est administratrice du domaine national de Saint-Cloud. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, il n'y a plus aucun doute, aujourd'hui il n'y a pas de querelle d'historiens, c'est bien un obus français qui a frappé le château de Saint-Cloud. Ah oui, tout à fait. L'obus qui a été tiré le 13 octobre 1870 provenait du Mont Valérien et est tombé dans la chambre de l'empereur. Il était bien français. Alors, je voudrais qu'on dise un petit mot de la situation de cet ancien château. Paris est vraiment tout proche, mais Versailles n'est pas loin non plus. Bref, c'est un endroit idéal pour un roi, une reine ou des empereurs. Oui, alors c'est vrai que Saint-Cloud était entre Paris et Versailles. On s'arrêtait à Saint-Cloud en allant voir le roi ou au retour. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'était la résidence du frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. On l'appelait monsieur, a beaucoup agrandi cet ancien pavillon de chasse. Il y a une autre personnalité extrêmement attachée à ce château de Saint-Cloud, c'est Marie-Antoinette.
Oui, alors en 1785, Marie-Antoinette acquiert le château de Saint-Cloud comme bien personnel. Elle y passera son dernier été. Elle recevra Lafayette, auréolé de ses succès de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et il y aura aussi une entrevue beaucoup plus, je dirais, secrète, qui est l'entrevue avec Mirabeau. Il y a l'Empire qui a marqué cet endroit. Déjà le premier Empire, en tout cas ses prémices. Le 18 Brumaire, c'était ici, à quelques mètres seulement, dans l'orangerie qui existait alors. Exactement là, effectivement. Bonaparte, à l'époque, attendait dans une des ailes du château. Les deux conseils étaient réunis. Conseil des Anciens dans la galerie Apollon, Conseil des 500 dans l'orangerie. Il fait donner la garde. Les députés, qui étaient tous en toge, se précipitent à l'extérieur. Et quelques-uns un peu tétanisés, mais étaient finalement presque otages, on va dire, oui, proclament eux aussi la démission du directoire. Bref, et c'est le consulat qui commence ici en tout cas, quasiment. Hein. Exactement. Le château de Saint-Cloud, c'est également le cœur battant du Second Empire en quelque sorte, Napoléon III. Alors Napoléon III a été proclamé empereur par le Senatus Consulte dans la galerie d'Apollon. Et ce n'est pas un hasard puisqu'il voulait effectivement s'inscrire dans la tradition du Premier Empire. On évoquait à l'instant la destruction de ce château de Saint-Cloud en octobre 1870. Le château qui est resté en ruine pendant des années après. Pendant plus de 20 ans, effectivement, la Troisième République hésite sur l'avenir à réserver à cette ruine. Belle ruine quand même. Si le château a été finalement démoli en 1892, c'est aussi une décision politique. Il est trop chargé des souvenirs de la faillite de l'Empire, chargé des souvenirs de l'Ancien Régime. Pour cette République encore naissante et vacillante, c'est un risque politique qu'elle n'a pas envie de prendre. Parce que finalement, la destruction de ce château de Saint-Cloud et sa non-reconstruction, elle coïncide grosso modo à l'incendie des Tuileries à Paris, des Tuileries qui, elles aussi, n'ont pas été reconstruites. Oui, alors en 1883, les Tuileries sont rasées. En 1892, Saint-Cloud est rasé.